Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de rencontrer Marie Pellegrin. Si son nom nous était évidemment coutumier, puisqu'elle s'est illustrée à de nombreuses reprises dans les plus belles épreuves du CSO international, la trajectoire et la personnalité de Marie nous semblaient pourtant encore très, voire trop, confidentielles. C'est à Cluny, dans les écuries de l'ancien Haras national, que nous avons donné rendez-vous à Marie pour enregistrer cet épisode. Nous avons ce jour-là découvert une personne singulière, aux fondations solides, et dont les prises de position sont vives et engagées. Si le sport est et a toujours été un moteur dans la carrière de Marie Pellegrin, c'est bien l'amour et le respect du cheval qui articulent pourtant son quotidien. On espère que cette discussion, comme toutes les précédentes, apportera sa pierre à l'édifice pour tisser ce lien complexe entre sport et éthique. Cet épisode est enregistré grâce au soutien d'Equivalet, le Haras national de Cluny. Il s'agit d'un groupement visant à promouvoir et valoriser la filière cheval. Pour ce faire, une multitude d'activités adaptées à tous les publics sont proposées sur les différentes installations de la ville. Le Haras national de Cluny, dont les activités sont désormais liées à la valorisation culturelle et touristique du lieu par le biais de visites guidées, spectacles et autres animations variées. Les terrains de compétition qui accueillent chaque année environ 80 journées de manifestations sportives ou liées à l'élevage, toutes les disciplines et tous les niveaux de compétition y sont représentés. Le site dispose également d'un hippodrome qui accueille 6 réunions de courses par an et permet l'organisation de concours complets. Le centre équestre qui propose des cours d'équitation pour tous les niveaux et tous les âges. Et enfin, le centre de formation au métier de l'enseignement de l'équitation baptisé Equivalet Academy. Focus sur Equivalet Academy qui propose 3 diplômes aux cavaliers souhaitant transmettre leur passion. Animateur d'équitation, BPGEPS, activité équestre et un DGEPS sport équestre. À quoi s'ajoute une section sport-études en partenariat avec le lycée de la ville. Ainsi, ce sont quelques 50 élèves qui, tout au long de l'année, se forment pour devenir les moniteurs et coachs de demain. Entre cours théoriques et pratiques, ils bénéficient d'intervenants variés et reconnus qui leur apportent un véritable bagage afin de les préparer au mieux à leur futur métier. Dans le cadre de leur formation, ils peuvent notamment profiter de toutes les infrastructures d'Equivalet. Si vous souhaitez vous aussi intégrer l'académie, les recrutements ont lieu tout au long de l'année. La rentrée des AE et BPGEPS a lieu en septembre et celle des DGEPS en janvier. N'hésitez pas à vous rendre sur le site equivalet-haras-cluny.fr pour plus de renseignements. Equivalet est également présent sur les réseaux sociaux, retrouvez-les sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Allez, c'est parti, bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview organisée par Equivalet, qui est partenaire de cet épisode et que je tiens aussi à remercier au passage. Je vais tenter de vous introduire un peu parce que c'est de coutume chez nous de tenter d'introduire nos invités. Mais ce qu'on préfère encore plus, c'est quand eux le font. Vous allez le voir de toute manière, on va vite revenir sur votre parcours. Marie, vous êtes une cavalière émérite. Vous avez commencé à monter à cheval très jeune. Votre famille a toujours baigné dans le monde du cheval. Votre grand-père était maître de manège au Cadre Noir de Saumur, si je ne me trompe pas. Votre papa, Jean-François, a été propriétaire de plusieurs chevaux de Grand Prix, dont entre autres le célèbre Galoubet, et votre maman montait aussi à cheval. Tout vous prédestinait donc à monter vous aussi, et suite à cela, vous vous êtes accroché, vous avez justement transformé cette passion des chevaux en votre métier, puisque vous avez très vite fait le choix de devenir cavalière professionnelle. Après avoir enchaîné beaucoup de succès en compétition, notamment en championnat de France, championnat d'Europe, vous avez travaillé pendant 4 ans chez le cavalier et marchand de chevaux Hubert Bourdi, que l'on connaissait bien. Et puis vous vous êtes installé en Suisse pour fonder votre propre écurie. Vous revenez en France il y a très peu de temps, il y a 2 ans à peu près, si mes informations sont toujours bonnes. Est-ce que, Marie, cette introduction est à peu près complète? Est-ce qu'il y a des grandes étapes qui ont été formatrices et charnières pour vous et qu'on aurait oublié? Il y a eu pas mal de grandes étapes, mais après, avec les chevaux, je crois, c'est le quotidien, le jour après jour, qui fait qu'on apprend. Voilà, je pense qu'on arrête d'apprendre quand on arrête de monter à cheval. Donc, de grandes étapes, je dirais pas vraiment. Je dirais, voilà, le quotidien.
Et jour après jour, on apprend, on se rend compte qu'on sait beaucoup moins qu'on pensait, et on continue. Est-ce que, Marie, donc, vous pourriez un peu nous parler de vous, mais davantage de votre personnalité, vos traits de caractère, vos points de force aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes ? Alors, faudrait demander aux autres plus qu'à moi, mais je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été tellement passionnée par les chevaux. J'étais tout le temps à la campagne, j'étais dehors. Je détestais l'école. Je suis allée à l'école le premier jour sans problème, et le lendemain, quand on m'a réveillée pour y aller, j'ai dit quoi encore? Donc voilà, au bout d'un jour, c'était quand même assez mal barré. Et je préférais toujours être dehors avec les animaux et les chevaux, toujours les chevaux. Ça n'a jamais changé. Vous avez toujours vécu auprès des chevaux. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit voilà, c'est ce que je veux faire. C'est une évidence, je vais en faire mon métier. Est-ce que vous avez toujours su, d'ailleurs, que vous alliez en faire votre métier? Est-ce que vous auriez pu faire autre chose de votre vie? Est-ce que vous aviez envisagé faire autre chose de votre vie? Ou est-ce que ça a été une évidence depuis le départ? Ça a été une évidence depuis le départ. J'ai toujours baigné dans les chevaux. Nous avions les chevaux à la maison. Mon père, donc, du coup, a fait quand même pas mal d'élevage. On avait des poulains de Galoubet à la maison. J'avais mon grand-père à la maison. On avait mes grands-parents maternels qui habitaient avec nous et qui nous ont élevés parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et donc j'avais mes poneys sur place, mon grand-père qui était aux écuries avec moi, qui m'a appris à faire un box, qui m'a appris à brosser, qui m'a appris à nourrir les chevaux, à concasser tous les aliments, à calculer les rations, à faire les mâches. Et c'était incroyable pour un enfant de baigner dans cette atmosphère d'homme de cheval, de passion, d'amour des animaux et des chevaux. J'ai eu une chance incroyable. J'aimerais bien avoir votre définition de qu'est-ce qu'un homme de cheval. Un homme de cheval, c'est un homme qui comprend l'animal avant l'athlète. Le cheval, même s'il est domestiqué depuis des siècles, reste une proie dans la nature. Et il faut jamais perdre de vue cette idée-là. Donc un homme de cheval, c'est un homme qui comprend l'animal, qui comprend sa psychologie, qui comprend ses émotions, et en même temps qui comprend son physique, la mécanique, le fonctionnement physique d'un cheval. Et qui sait justement faire passer son cheval avant lui. Vous vous êtes beaucoup entraîné aux côtés de grands champions, on l'a dit, Hubert Bourdi, mais aussi Gilles Bertrand de Balanda, Hervé Godignon, Michel Robert, etc. Voilà, j'en avais noté pas mal. S'il y avait un dénominateur commun de toutes ces personnes aux côtés desquelles vous avez eu la chance de monter et de vous former, lequel est-ce que ce serait? Et finalement, en fait, pourquoi les avoir choisis eux, quelque part, pour progresser? Alors au début, c'était mes parents qui choisissaient pour moi. J'étais jeune et là aussi j'ai beaucoup de chance, c'est que voilà, j'ai évolué dans une famille vraiment composée de personnes très intelligentes, très cultivées et très réalistes. C'est-à-dire que mon père a toujours été très très gentil, mais en même temps très dur. Et c'était toujours bien, mais... Et il est parti du principe qu'il fallait d'abord que j'apprenne à monter à cheval avant d'acheter des chevaux. J'ai commencé quand même avec des poneys, des chevaux de location. Après, on a acheté quelques poneys que j'ai dû vendre pour avoir des chevaux. Parce que comme toutes les petites filles, quand il m'a dit il faut vendre les poneys, j'ai dit non. Et il m'a dit ah mais parce que tu veux arrêter de monter. Ah mais non. Ah bon, bah alors il faut les vendre pour acheter des chevaux. Et ça c'était une chance énorme. Et donc ils ont investi vraiment dans des stages, l'apprentissage, les stages avec les meilleurs. Mon apprentissage a pris un certain temps, a eu un certain coût. Il faut se l'avouer. Mais maintenant je les remercie parce que pour l'âge que j'ai, je vais sur mes 42 ans et avoir autant de vécu et autant d'expérience et avoir pu bénéficier de autant d'entraîneurs aussi incroyables pour mon âge dans l'équitation, c'est jeune. C'est pas comme dans d'autres sports. Il y a des cavaliers qui montent très tard. On a encore vu Michel Robert gagner 2 rankings à Bourg-en-Bresse avec la fougue d'un junior. C'était quand même assez incroyable. Et tous ces entraîneurs-là, après, on les a choisis parce que c'était des gens que mes parents connaissaient. C'était des gens avec qui mes parents avaient travaillé. Gilles Bertrand de Balanda avec Galoubet, Hervé Godignon avec Sijoly. Après Hubert Bourdi, mes parents n'avaient pas eu de chevaux avec lui, mais voilà, Hubert Bourdi était quelqu'un de connu, de reconnu, et il y avait aussi cette notion de commerce de chevaux qui était aussi nouvelle.
Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur votre passage justement chez Hubert Bourdi, peut-être parce que nous on le connaissait bien, on a eu l'occasion d'aller beaucoup là-bas à Marlieux. Il y a quand même beaucoup de très bons cavaliers qui sont passés chez lui. Je pense notamment à Kevin Slot. Moi, j'y étais en même temps que Anne-Laure Gauthier et Kevin. Et du coup, j'aimerais bien savoir un peu votre avis, essayer de comprendre d'après vous comment et pourquoi tous les cavaliers qui sont passés chez Hubert ont eu quand même ce succès derrière. Parce qu'ils étaient bons. Enfin, ils auraient pu aller ailleurs aussi, mais voilà, Kevin, a plus rien à prouver. Et quand il est arrivé chez Hubert, il en a bavé. Hein. Hubert était très dur. Et Hubert était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de brillant, très très fort dans le commerce, un talent fou à cheval. Mais voilà, au quotidien, il pouvait être très dur. Il avait beaucoup d'humour. Mais voilà, je pense que chaque semaine, en fait, c'était on avait chacun notre semaine. On prenait pour notre grade pendant une semaine. Après, c'était au tour de Kevin, et là, on compatissait avec Anne-Laure. Après, c'était au tour d'Anne-Laure, et on compatissait avec Kevin. Mais ça forge. Ça forme. Moi, quand je suis arrivée chez Hubert, c'était une époque où j'étais un petit peu entre deux, ça allait pas très bien. J'étais avec Si Jolie, j'ai sauté dans son terrain en herbe, et je me rappelle encore, c'était juste avant les championnats d'Europe jeunes cavaliers. Et je savais que ça allait pas, je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Donc je fais mon parcours, et là, Hubert qui bouge pas, qui attend, qui me regarde et qui me dit, t'entraînes pas à monter sur le podium. Mais c'est horrible, mais c'est tellement drôle, et c'est tellement vrai. Je veux dire, j'ai eu ça chez Hubert, et à chaque entraîneur que j'ai eu ont été durs à leur manière, mais ils avaient raison. Et si on n'est pas capable d'encaisser ça, autant arrêter. On entend parfois que le succès, c'est d'abord 5% de talent et 95% de travail. De travail, mais de bon travail. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. Mais après, je l'ai aussi fait travailler trop et m'épuiser au travail pour, en fait, ne pas voir ce qui allait pas, inconsciemment, je l'ai fait aussi. Donc, il faut faire attention, il faut travailler beaucoup, mais travailler dans la bonne direction. Parce que ça m'est arrivé aussi, et je vois d'autres personnes le faire, de se noyer dans le travail, et voilà, de se mettre un petit peu des œillères, ça va pas non plus. Mais c'est évidemment, c'est beaucoup de travail. Et ça, il y a pas le choix. Et après, plus on avance, plus on délègue, plus on prend du recul, et plus on travaille intelligemment, et on travaille là où il faut. Parce qu'on sait s'entourer de bonnes personnes et de gens très très compétents autour de soi. Mais ça, c'est une fois qu'on a pris de l'expérience, de l'âge et les moyens financiers de pouvoir avoir ce système-là. Vous diriez que les cavaliers qu'on voit dans les Coupes du Monde, sauter les 5 étoiles, les championnats, etc., sont toutes des personnes à la fois talentueuses et travailleuses. Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un qui arrive un peu, qui émerge par son talent? Et est-ce qu'on peut pas aussi avoir quelqu'un qui émerge par sa force de travail, sa force de caractère, sans avoir vraiment le talent initial? Alors, il y en a plein qui n'ont pas de talent du tout. Ça, faut le savoir. C'est pas du tout une critique, ou et après, voilà, si le travail est là et les moyens financiers sont là, évidemment. Il y a un moment, je veux dire que si on a 0 talent, mais qu'on a 10 chevaux de Grand Prix qui ont déjà sauté du 5 étoiles, et qu'on a l'entraîneur, le cavalier de dressage, et tout le staff autour, et qu'on monte tous les jours et qu'on saute tous les jours, évidemment qu'à un moment ça paye. C'est obligé. Par contre, à très très haut niveau, un cavalier qui va arriver avec juste du talent et 0 travail et 0 organisation autour, ça n'existe pas. C'est impossible. Du talent et aucune organisation et aucun travail, ça va jusqu'à 140 s'il a le cheval qu'il faut. 145 s'il a vraiment un cheval qu'il faut. Et après, c'est fini. Ça marche pas, ça existe pas. Ça existe plus. Il y a trop de concurrence, il y a trop de gens performants, il y a trop de bons cavaliers, trop de bons chevaux, et surtout maintenant trop de gens qui ont accès à toutes les connaissances et à tout ce qu'il faut pour réussir. C'est comme dans n'importe quel domaine. Je vais rebondir, je suis pas forcément l'ordre des questions qu'on avait préparées, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, le système économique dans lequel un cavalier s'installe est extrêmement important. On peut dire qu'il fait peut-être 50% quelque part de la réussite. Vous êtes passé chez Hubert, mais vous avez aussi été chez Daniel Etter, pour ne citer que, et puis vous avez donc découvert les rouages du commerce de chevaux de haut niveau. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, vous, sur quelle économie est basé votre système, et puis nous dire un peu comment est-ce que vous voyez l'avenir quelque part du sport avec cette économie-là?
Nous, on a toujours, c'est pareil, j'ai commencé avec vraiment, je suis né au bon endroit. J'ai commencé avec de la chance, bien évidemment, de par ma famille, les qualités humaines de ma famille et bien sûr des moyens financiers assez conséquents pour me permettre de faire tout ça. Mais après, avec un côté très très réaliste, on m'a jamais caché ce que ça coûtait et on a toujours vendu. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Mes parents ont des bijouteries d'un côté et d'un autre côté ils sont tous dans les chevaux et mon père était quand même précurseur dans l'élevage. C'est lui qui a importé l'insémination artificielle en Europe. C'était le premier à syndiquer un étalon. Donc voilà, on a quand même une idée économique du système qui est très très réaliste et très claire. Après, donc j'ai toujours dû vendre les chevaux à un moment ou à un autre. Bien évidemment, ça s'est augmenté au fur et à mesure de ma carrière. Mon passage chez Hubert m'a fait beaucoup de bien, m'a ouvert les yeux sur le commerce. On a pu aussi aller chez Yann Tops faire des compétitions. J'ai pu présenter des chevaux chez Yann Tops. J'ai pu faire la vente là-bas. Et après, je suis passé à encore une catégorie au-dessus. C'est chez les Éthers, Gerhard Ether et t'es quand même un des plus gros marchands au monde. Je pense que là, il en est à 40 000 chevaux vendus dans sa carrière. Enfin, c'est énorme. On était dans une structure avec 130 chevaux, entre 100 et 130. Donc moi, je suis passé de mon petit système d'homme de cheval, de très peu, mais très très bien, un petit peu comme de la haute joaillerie. Et là, je suis passé d'un coup, sans aucune connotation péjorative, hein, je cherche juste le mot, à un supermarché du cheval, où vous avez le premier prix jusqu'au dernier prix, et pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les niveaux. Donc là, j'ai encore appris énormément. Vraiment, c'était une expérience assez incroyable. Je suis complètement sortie de ma zone de confort, en étant dans une structure qui était à l'opposé de tout ce que j'avais appris, en voyant déjà tellement de clients différents, de tous les pays différents. Donc j'ai présenté, j'ai essayé des centaines de chevaux. Donc après, on voit un peu tout ça. On voit aussi les visites d'achat, les visites pour vendre, les visites pour acheter, pourquoi les gens achètent, pourquoi les gens achètent pas, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, les résultats en concours et tout. Et après, tout ce côté commercial et relationnel à avoir avec les clients et le service après-vente. Parce que moi, là-bas, j'avais aussi des clients que je devais entraîner. Donc c'était ma belle famille qui s'occupait de vendre les chevaux, ou moi, et après moi je faisais le service après-vente, donc c'était d'entraîner, souvent c'était des jeunes filles qui faisaient les championnats d'Europe junior, jeunes cavaliers, et donc je devais, ça c'était un travail énorme. J'avais mes chevaux à gérer, j'avais les clients à gérer, j'avais la maison, mon fils, et donc c'était des journées extrêmement lourdes. À aucun moment je ne m'arrêtais jamais pour manger à midi. C'était du matin jusqu'au soir non-stop. Mais vraiment, c'était et c'est là où il y a un moment où j'ai travaillé beaucoup pour progresser et il y a un moment où je me suis perdue. Ouais. Et là, j'ai mis les œillères et je me suis épuisée au travail et c'est là où j'ai commencé à me perdre. Voilà. Et comment on fait quand on est inscrit justement dans ce rythme de vie? On a un peu l'impression quand même qu'on peut difficilement faire autrement. Je sais que quand on est le nez dans le guidon, on a tellement de chevaux à sortir tous les jours, on a tellement de clients, on se dit de toute façon autrement ce n'est pas possible. Comment on fait pour sortir de ça en fait? On se met un coup de pied aux fesses et on lève la tête. Non, mais c'est dur. Ça m'a pris un moment. Hein. Ça m'a pris un moment. C'est difficile parce que en plus voilà, je suis quelqu'un. Moi, je suis un bon soldat. Hein. Je travaille. Je compte pas mes heures et puis je fais ce qu'il faut. Et donc oui, j'étais performante et j'optimisais absolument tout quoi. Donc ça allait à tout le monde. Donc quand personne vous dit lève le pied, parce que ça arrangeait bien tout le monde que je travaille autant. Et mais il y a un moment, voilà, on commence à fatiguer. Vos proches vous disent oui, là quand même, attention, t'as plus le temps de rien, tu vois plus rien. Et oui, à un moment, j'ai pris un petit peu de recul. J'ai commencé à lever la tête et à me dire là, c'est un peu trop.
C'est trop et pas dans le bon sens, pas dans la bonne direction, et ça n'est plus moi. Voilà. Mais c'est long, et c'est au bout d'un moment, après, j'ai commencé à me dire, attends, là, il faut que je me retrouve, que je me ressaisisse, que je me recentre, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Et c'était quoi, du coup, les réponses aux questions? Vous étiez qui? Qu'est-ce que vous vouliez? Et où est-ce que vous vouliez aller à l'époque? Alors, après, en fait, tout ce qui... Je pense, on commence... je vais essayer de synthétiser. On commence avec le primaire. Le primaire, c'est l'inné. Après, le secondaire, c'est l'acquis. Et bien qu'on apprenne toute la vie, bien qu'avec les chevaux, on apprenne, mais tous les jours... il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour vous faire mentir. Il y a un moment où le tertiaire, c'est revenir au primaire en étant passé par le secondaire. Et j'avais vraiment un besoin de me retrouver, de retrouver qui j'étais en étant passé par tout ce que j'avais appris. Bien évidemment, c'est rien comparé à tout ce que j'ai encore à apprendre, mais j'ai quand même la capacité de résumer, de synthétiser tout ce qui m'entoure. Parce que j'aime regarder, j'aime observer, j'aime écouter, j'aime les gens, j'aime un peu tout ce qui m'entoure, et donc voilà, j'essaye de profiter un maximum de toutes les informations qui m'entourent, et j'avais ce besoin de revenir, d'entamer mon tertiaire, voilà, de revenir au primaire et de revenir à qui j'étais. Donc, vous avez vécu cette période-là quand vous étiez en Suisse. Est-ce qu'on pourrait faire un petit bond en arrière et nous expliquer justement pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir, de quitter la France et vos écuries pour aller apprendre quelque part un peu plus loin? D'abord, j'ai décidé parce que je me suis mariée avec Daniel Ether. Et j'ai toujours eu à cœur, c'était facile, moi j'avais peu de chevaux, un camion, un groom. Donc voilà, mes parents quand j'étais jeune ont toujours insisté pour dire tu dois bouger, tu dois voir, tu dois aller chercher, tu dois aller apprendre. Donc là, de se retrouver dans un système germanique, c'était très très intéressant. C'est très différent de la France. Et là, on voit la France d'un œil extérieur. Donc on voit ce qui va, on voit ce qui va pas. Comme d'habitude au début, ben voilà, on arrive dans un système nouveau, donc là on se dit ok, il y a quand même pas mal de trucs. Le système germanique quand même, il y a une cohésion de groupe, il y a une vision à long terme. Voilà, c'est-à-dire que quand on voit tous ces cavaliers allemands qui s'occupent des cavaliers plus jeunes, qui s'occupent des cavaliers juniors, qui s'occupent des cavaliers poneys, je veux dire les cavaliers allemands de l'équipe de poneys, ça ressemble à des petits Allmann ou des petits Marcus Henning. Voilà. Qu'est-ce que, d'après vous, il faudrait importer finalement en France de ce système-là? La rigueur. La rigueur et le travail. Arbeit. À ce propos-là, nous, on a eu la chance d'interviewer Michel Sor, qui est le chef d'équipe suisse, et on a évidemment beaucoup parlé de l'équipe suisse, qui est une équipe très très forte, qui compte quand même pas moins des 2 meilleurs cavaliers mondiaux dans leur équipe, et je pense aussi aux jeunes cavaliers comme Brian Balsiger qui arrivent. Comment est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on explique un tel succès, autant de résultats sur un aussi long terme dans un si petit pays. Dans un si petit pays, notamment, oui. Là aussi, vous prenez 2 exemples de 2 familles. Voilà, le papa de Steve Gerda était déjà un cavalier très très connu. Steve a toujours été prédestiné à cette carrière. Tout petit, il était déjà à poney, à cheval, sérieux, appliqué, consciencieux, même parfois trop. Il était tellement dans son truc, je me rappelle encore, il est plus jeune que moi. Et tout le monde savait déjà, quand il était tout petit, que ça allait être une star. Ça se voyait déjà. Le comportement et tout l'entourage qui allait aussi. Et il avait tout pour réussir. C'était déjà... Il y a des gens comme ça, on voit. Il y avait aucune discussion, il y avait aucune question qui se posait. Et après, voilà, il avait le talent, l'intelligence, la rigueur et l'entourage. Avec des gens réalistes autour de lui, des gens qui étaient là pour le soutenir, pour l'aider, mais qui étaient aussi durs. Donc Steve, il est numéro 1 mondial. Enfin, demain, il y a un problème avec les grooms aux écuries, il va brosser, il va faire les box, il va nourrir, il sait tout faire. Moi, je l'ai vu faire. C'est le parrain de Louis, c'est le parrain de mon fils. Donc, c'est un homme de cheval. Voilà.
Et quant à Martin Fuchs, c'est le fils de Thomas Fuchs, et il a comme oncle Marcus Fuchs. Donc voilà, c'est une des grandes familles de l'équitation de la Suisse. Donc là aussi, tout le système était déjà en place. Tout était là pour lui. Tout à l'heure, vous nous disiez, il faut rassembler tous les éléments pour réussir. Il faut avoir tout. Et là, on en parle, et vous en parliez pour votre cas à vous, mais aussi pour celui de Steve et de Martin Fuchs. Du coup, vous étiez issus de ces familles qui offrent ces possibilités-là, qui vous encadrent, qui vous entourent, qui vous fournissent des chevaux, qui vous... C'est encore un peu différent. C'est encore différent, bien sûr, mais en tout cas, il y a un petit dénominateur commun qui pourrait être celui-ci. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut rassembler tous les éléments qu'il faut pour réussir aujourd'hui, quand on n'est pas issu d'une famille cavalier, quand on n'est pas issu d'une famille qui a des moyens financiers, quand on sort un peu de nulle part, qu'on part un peu de zéro, est-ce que c'est faisable d'arriver au top? C'est beaucoup plus dur, mais c'est faisable. À la fin, voilà, s'il y a le talent et l'envie, y a dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui sortent de nulle part et qui y arrivent. Enfin, à aucun moment c'est une excuse mais oui, dans le monde de l'équitation, c'est difficile et ça va devenir de plus en plus difficile. On voit bien la direction que ça prend pour le haut niveau. On voit bien pour aller au très très haut niveau tout ce qu'il faut, les moyens qu'il faut. On voit bien qu'on prend la direction de la Formule 1 ou du sport nautique. Faut pas se cacher la vérité. Donc il faut trouver un juste milieu entre tout ça. C'est là où c'est difficile. Parce que là, on parle aussi d'animaux, on parle de bien-être animal. Donc voilà, on parle pas de machines. Donc bien sûr, on a besoin de ces clients, de ces gens fortunés. Bien sûr qu'on en a besoin pour vivre. Bien sûr qu'on en a besoin pour faire notre travail, mais pas à n'importe quel prix. Faut pas tout accepter non plus. Et voilà, je pense qu'il y a des choses où il faut un peu mieux et plus cadrer. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose que vous avez dit juste avant, que Steve Gerda notamment avait le travail, le talent, l'intelligence. Et je voudrais m'attarder là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de travail et de talent. Et je pense notamment à l'interview qu'il a donnée sur les Jeux Olympiques. Et je pense aussi au fait que vous prenez, j'ai l'impression en tout cas de mon point de vue, de plus en plus position sur certains sujets. Est-ce que vous pensez que pour être un grand champion, il faut évidemment du travail, évidemment du talent, évidemment des moyens financiers, mais aussi l'intelligence, le recul, d'être un peu porte-parole comme l'est Steve, comme l'est Kevin, comme je trouve en tout cas que vous l'êtes. Est-ce qu'il faut aussi ça pour être un sportif au-delà d'un cavalier, un sportif Après il y a plus, alors je me compare absolument pas parce que je n'ai absolument pas les résultats de Kevin ou de Steve, mais moi ma démarche est un petit peu différente. Je fais du commerce, je vends toujours les chevaux avant qu'ils arrivent à haut niveau, j'ai peu de chevaux, j'ai une vie à côté, et j'ai été éduquée pour avoir une vie à côté aussi. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les 30 meilleurs mondiaux, j'ai pas envie de faire du concours tous les week-ends. La vie, c'est pas ça. Et j'ai un enfant, j'ai envie de m'occuper de lui, et voilà, j'aspire à d'autres choses intellectuellement. Et donc oui, moi je voudrais faire des Coupes des Nations. Je l'ai déjà fait, c'est ce que je préfère. Les championnats, c'est mon rêve. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est mon rêve. Mais j'ai pas besoin pour ça d'avoir 10 chevaux et de faire du concours tous les week-ends. J'ai besoin de 2 cracks. Et de rester réaliste, de rester concentré et de rester dans le coup. Donc il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est pas du tout comme Steve ou Kevin qui passent leur vie à ne faire que ça. Et il y a 2 sortes de champions. Donc là, je ne parle absolument pas de moi. Il y a des champions comme Steve, je dirais plutôt Steve, ou dans le tennis Roger Federer, qui sont des porte-paroles, qui sont des gens, c'est des hommes bien. Voilà. Donc Steve a son petit caractère quand même, hein, il faut pas lui parler s'il a fait 4 points, 8 points, voilà, mais bon, un champion c'est ça aussi, je veux dire, citez-moi un bon perdant, je vous citerai un perdant. Donc mais voilà, c'est des porte-paroles, c'est des gens qui osent dire, et il y a le champion très égoïste. Parce que pour être champion, il faut être égoïste aussi. Je veux dire, il faut vouloir bouffer les autres, faut avoir les dents qui rayent le parquet. Et voilà, ça c'est exactement ce que je suis pas. Donc déjà, je pars avec un handicap, mais il y a ces 2 catégories-là. Et vous pouvez voir dans n'importe quel sport, il y a les sportifs, les champions que tout le monde déteste, mais c'est des bêtes. Et il y a les sportifs qui sont aussi des bêtes et qui gagnent tout, et que tout le monde adule. Voilà. J'ai l'impression que, en tout cas,
il fait l'unanimité, Steve Gerda, par son talent à cheval, mais aussi par son comportement avec les chevaux, par son comportement avec les gens, en compétition, et par ses prises de position. Et je pense notamment justement à son intervention dont tu parlais, Léa, sur la vaccination des athlètes, etc. Je trouve que c'est une prise de hauteur par rapport à sa situation, par rapport à notre sport, qui est quand même un peu un huis clos, qu'on se le dise. On est tous les week-ends avec les mêmes personnes. C'est comme si on vivait dans une bulle quelque part. Mais on est une bulle hors de la réalité. Kevin parlait de communauté, la FEI a envie de parler de communauté, on peut aller plus loin et parler justement de cette bulle. Est-ce que c'est ça aussi qu'on a envie en tout cas, est-ce que c'est à ça que vous aspirez pour le futur de l'équitation, à plus d'athlètes, plus de cavaliers comme Steve Gerda, qui vont pouvoir remettre un peu d'humanité, remettre un peu de réalisme dans ce sport? Oui, après c'est un peu utopique ça. Mais bon. si on est utopique, est-ce que c'est un peu à ça qu'on... La question est encore plus vaste, parce que c'est à ça qu'il faut aspirer pour le monde entier. Voilà. C'est de l'humanité, de l'empathie, de la bienveillance, sans pour autant se laisser marcher sur les pieds et tout accepter. C'est pas ça que je dis. Bien sûr qu'il y a plein de choses qu'il faut pas accepter. Il y a plein de choses. Moi, je mets entre guillemets. Moi, je suis entre le bon sens, la bienveillance et le coup de pelle. Parce que non mais parce qu'il y a des fois, il y a des choses, c'est non. Il y a des choses, c'est impardonnable, et il y a des choses, je suis désolée, mais c'est pas possible. Et donc là, on nous interdit des choses qu'on ne devrait pas nous interdire, et on laisse aller et on autorise des choses qui sont absolument inacceptables. Donc moi, je suis assez révoltée, mais en général. Mais parce qu'il y a de quoi être révolté en général. Je veux dire, nous, notre petit milieu, c'est juste un reflet de ce qui se passe partout. Donc oui, des porte-paroles, oui, on en a envie plus, mais on a envie surtout de gens qui font ce qu'ils disent. Parce que des gens qui racontent, des gens qui disent, alors ça, il y en a un paquet. Mais Steve Gerda, il fait ce qu'il dit. Moi, j'essaye au maximum de faire ce que je dis, sinon je me tais. Et ça, en anglais, on dit walk the talk. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est ça que je ne supporte plus, mais d'une manière générale. Voilà. Parce que parler, dire des choses, et après, les gens font le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est insupportable. Je crois qu'on va revenir un tout petit peu plus tard aussi sur vos prises de position, mais je voulais revenir un peu au sport. Vous avez concouru de très grands championnats. Vous avez été notamment réserviste aux Jeux équestres mondiaux de Lexington, aux côtés d'un certain Kevin, Patrice, Pénélope et Olivier Guillon. Rien que ça. Vous avez été dans les équipes jeunes cavalières, juniors, etc. Ça fait maintenant des années que vous êtes justement dans cette bulle, dans ce sport. Quels sont les grands changements, vous, que vous avez pu constater, qu'ils soient malheureusement négatifs ou positifs, et qu'est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'il faudrait reprendre de ce qu'il y avait avant? Non, mais en positif, c'est l'évolution, la qualité des concours, la qualité des chevaux, la qualité des cavaliers, la qualité des terrains. Avant, on sautait sur des terrains, mais ça choquait personne. Maintenant, il y a des terrains sur lesquels on a sauté il y a 20 ans, 30 ans. Je dis, maintenant, les cavaliers seraient au bord de la piste, ils disent, non, mais jamais de la vie, quoi. C'est pas possible. Voilà, je veux dire, l'amélioration de la qualité de vie des chevaux, des soins, c'est l'accès quand même à plus de monde, à plus de concours. Avant, c'était quand même beaucoup plus fermé. C'était toujours les mêmes qui allaient dans les grandes compétitions. Je parle pour le haut niveau parce que voilà, mais voilà, il y a quand même aussi plus de gamins qui peuvent monter à poney, qui peuvent commencer, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. On va y venir. je vois déjà les sourires. Mais c'est oui. Donc l'accessibilité à plus, pour beaucoup de mieux, pour les chevaux, pour les cavaliers, pour tous les gens de la filière. Et après, l'inconvénient, c'est voilà, c'est un petit peu, c'est du nivellement par le bas, mais encore une fois, le nivellement par le bas, il est partout. Je vois l'école, on voit partout, on voit les enfants, on voit l'éducation des gens, enfin la non-éducation des gens. Et moi, je vois ça à l'école aussi. Ça va plus.
il y a tellement de choses qu'il faudrait remettre au goût du jour. Le monde a trop changé. Et là, le monde est en train de prendre un virage sans précédent. Et j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'en rend compte. Donc je trouve ça fou. On a identifié des problèmes, ça tout le monde le sait. Il y a notamment ce problème-là de l'enseignement, de l'équitation. Et au-delà de juste faire des constats, en fait, sur l'enseignement, je vais surfer un peu sur l'article qui est paru dans Grand Prix, dans lequel vous avez pris la parole. Comme ça renverra aussi les gens à cet article-là, si besoin. Ça évite de faire dans la redondance, mais j'aimerais bien qu'on parle solution. Et notamment solution, vous en avez évoqué une dans cet article, et c'est de ça que je voudrais parler avec vous. Vous proposez que des cavaliers comme vous puissent un petit peu rendre l'appareil à ce système, à la fédération, qui accompagne beaucoup ces athlètes, en tout cas d'après vous, c'est ce que vous dites dans cet article, en accompagnant aussi, en donnant de son temps, en donnant de son expérience, de son énergie à l'enseignement français, de l'équitation, en proposant des stages, en proposant du coaching, etc. Vous pensez que le système est prêt aussi je vais rebondir, je vais utiliser quelque chose que nous a dit Andy Booth, il nous a fait une blague qui était, est-ce que vous connaissez la différence entre un moniteur et Dieu ? C'est que le Dieu se prend pas pour un moniteur. Exactement, c'est que Dieu ne se prend pas pour un moniteur. Tout ça pour dire, est-ce que vous pensez qu'en fait ils sont prêts aussi, les enseignants, les futurs enseignants, les enseignants actuels, les formateurs actuels, à se remettre en question, à essayer d'évoluer, à accepter le fait que oui, ils sont diplômés, mais que le niveau n'est peut-être pas celui qu'il devrait être ? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, il y a un moment, et encore une fois, c'est pas du tout, je critique pas les gens, mais après, je veux dire, il y a des gens qui sont faits pour ça, et il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui se donnent les moyens, il y a des gens qui se donnent la peine, et il y en a qui se donnent pas de la peine. Enfin, je veux dire, moi j'ai accepté mon poste au comité pour essayer de faire bouger les choses. Après, encore une fois, si je vois que j'ai pas d'écho, je me débrouillerai différemment et toute seule. Mais je vais pas attendre qu'on essaye de commencer à changer les règlements et tout ça. On voit bien que ça va pas, c'est dans les tuyaux. On voit bien que, il va falloir changer déjà la durée. Là, j'ai vu quand j'ai donné mon stage, donc à Équivaler, que la durée était la durée de la formation était de 8 mois. 8 mois avec tous les jours passés dans les écuries à côté où ils travaillent, plus sûrement les congés, les week-ends ou je sais pas. Enfin, c'est pas suffisant. On peut pas apprendre assez bien. Et après, encore une fois, les formateurs parfois sont assez jeunes, ont du mal à se faire peut-être aussi entendre et écouter. Et donc le temps de modifier un petit peu ce qui doit être modifié. Moi, j'ai juste proposé de donner de mon temps gratuitement pour aider. Parce que là, je reviens sur l'article de Grand Prix. Il y a quelques commentaires. Il y a beaucoup de commentaires très gentils. Enfin, il y a quelques commentaires pas très sympas. Enfin, excusez-moi, en attendant d'essayer de trouver des solutions réglementaires et des solutions fédérales, juste de donner de mon temps gratuitement. Parce qu'après, quand j'entends aussi que tous les cavaliers de haut niveau sont pas pédagogues, non mais d'accord, mais enfin en attendant, c'est toujours mieux que rien. Mais encore une fois, c'est une tendance générale. Je veux dire, c'est un secret pour personne, on en parle aux infos, que les enfants de 6e ont un niveau de CE1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, enfin, c'est partout pareil. Faut juste un petit peu relever la tête, prendre conscience un petit peu de la réalité, mais les gens veulent plus entendre la réalité. On peut plus rien dire. Les jeunes, on peut même plus leur crier dessus un petit peu. Je veux dire, moi, je me suis fait crier dessus, ça m'a pas fait mal, hein. Et ça fait du bien de se faire bouger, ça fait du bien de se faire engueuler. Pas tout le temps, pas à n'importe quel prix, évidemment. Mais bon, de se faire secouer quand on est jeune, enfin, il me semble que c'est normal. Voilà. Si on devait identifier un peu les faiblesses du système actuel, là où il y a vraiment des gros manquements, des grosses absences, ce serait quoi pour vous ce qui manque le plus dans l'enseignement de l'équitation aujourd'hui en France ? Justement, c'est un petit peu cette cohésion de groupe que je vois en Allemagne. C'est cette cohésion qui fait qu'on est tous dépendants les uns des autres. Donc c'est facile d'aller critiquer un tel ou d'aller critiquer
comment je pourrais dire, telle branche de la filière ou telle branche de la filière, mais on est tous dépendants. C'est pour ça que je dis, moi je donne de mon temps, parce que mon premier championnat d'Europe, je l'ai fait à 12 ans. Donc vous imaginez, j'ai 42 ans. Depuis le temps que je bénéficie de stage équipe de France, de les aides versées par l'équipe de France, tout ce dont on a eu accès grâce à la fédération. Là, on a quand même des stages avec Henk Noren, avec Barnabas, le dresseur de Henk. C'est quand même pas rien. Avant, on avait plein d'autres, et je parle aussi de tous les sélectionneurs qui sont autour, Sophie Dubourg, là on a Thierry Pommel, Édouard Coupéry. Faut quand même réaliser qu'il n'y a pas tous les pays qui ont tout ça. Et avant, et ceux qui étaient là avant eux. C'est quand même énorme. Et tout ça, c'est quand même payé par les licences et les clubs. Donc oui, trop de démocratisation sans faire attention à la qualité, on voit bien que ça va pas. Mais il faut juste inverser un peu la tendance et repartir dans la bonne direction. Il y a que les gens qui font rien à qui il n'arrive rien. Donc là, on a vu que ça allait pas. Je sais toutes les critiques qu'il y a sur la Fédé, sur le président de la fédération. On va pas revenir là-dessus encore une fois, ça va rien faire avancer du tout. Mais voilà, quand on avance et qu'on fait les choses, des fois on part un peu trop à droite ou des fois on part un peu trop à gauche. Il suffit de réajuster. C'est sûr qu'en restant statique, on va ni à droite ni à gauche, mais enfin on va pas en avant non plus. Donc voilà, moi je propose des solutions déjà rapides pour réajuster rapidement, parce que de faire des nouveaux règlements, de transformer tout ça, c'est lourd et c'est long. Il faut demander l'autorisation à un tel, qui va demander l'autorisation à un tel. Je vais pas non plus expliquer la bureaucratie ou la lenteur de toutes les instances. Ça se vérifie partout, c'est comme ça. Est-ce que c'est justement, alors encore une fois, nous on est absolument pas là pour faire débat ou buzz ou quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on dit toujours à nos invités avant d'arriver, et on n'a jamais pris position sur les élections qui viennent de passer. On ne le fera pas, mais c'est quand même un sujet, moi, que j'avais envie d'aborder avec vous. Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez eu envie de vous investir dans la fédération, que vous avez eu envie de vous impliquer au niveau politique, que vous avez porté la liste notamment de Serge Lecomte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cet engagement, pourquoi l'avoir voulu et qu'est-ce qu'il a impliqué pour vous? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire ce qu'on dit. Donc j'ai quand même mis le doigt sur beaucoup de choses qui allaient pas dans des articles l'année dernière. J'ai pas la langue dans ma poche. J'essaye par contre de pas parler pour rien dire non plus. Et quand on m'a proposé le poste, je l'ai refusé dans un premier temps. Et après j'ai réfléchi. Je me suis dit, je suis pas très crédible si je le refuse. On me donne quand même l'occasion de pouvoir avoir une voix. Qui sera écoutée ou pas, je ne sais pas encore. Je vous le dirai dans l'avenir. Je le souhaite vraiment. Sinon, je serais déçu. Après, voilà, je suis aussi là pour écouter, pour voir, parce qu'une fois qu'on est dedans, et j'ai déjà abordé quelques sujets où on m'a démontré que c'était pas si simple, où on m'a démontré par des chiffres, par des règlements, des lois, voilà, que c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Chose que je veux bien accepter. Par contre, après, voilà, il y a des choses où il faut se bouger, il faut y aller, il faut changer, et c'est comme ça. Donc là, par contre, je n'accepterai pas qu'on me dise c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, ça dépend pour quel sujet. Mais il y a un moment, je suis pas crédible si j'accepte pas. J'ai quand même bénéficié de tout ça pendant des années. J'ai bénéficié de toutes ces aides pendant des années, et là. J'ai, entre guillemets, j'ai ouvert ma gueule l'année dernière dans plusieurs articles. Il y a un moment, je dois faire ce que je dis. Sinon, c'est pas moi. Voilà. Bon, il y a encore tellement de sujets qu'on aimerait aborder avec vous. Je sais pas si on aura vraiment le temps de tous les balayer parce qu'il se fait déjà tard et il y a couvre-feu et tout ça. Alors, vous allez me dire, en fait, le sujet que vous préférez aborder maintenant. Il y en avait deux. Il y avait, mon cœur balance, j'arrive pas à me décider. Il y avait le fait, toujours dans la partie enseignement et un petit peu les manquements. Andy Booth nous a dit dans l'épisode qu'on a enregistré avec lui que ce qui manque aussi, c'est, en fait, il y a deux parties. Enfin, il y a plusieurs étapes. Normalement, on comprend le cheval. Ensuite, on le monte. Et il dit, nous, on fait des cavaliers. On fait des gens qui comprennent l'équitation, qui montent sur le cheval. Mais on fait pas des cavaliers qui comprennent le cheval. Donc ça, c'est
Et c'est exactement ce que je fais. Voilà, donc ça je sais, exactement. Donc ça c'est un des sujets que j'aime bien. Et après l'autre sujet c'est un petit peu la place de la femme dans le sport. Ouais. Et dans le sport j'ai envie de parler notamment de l'équitation. On sait que c'est un sport qui n'est pas comme les autres, c'est le seul sport mixte des Jeux Olympiques. J'aimerais bien savoir comment vous le vivez vous en tant que femme, en tant que mère. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu des opportunités égales à celles des hommes? Alors dites-moi quel est le sujet que vous préférez aborder. On peut aborder les deux. Hein. On va aborder les deux. Oui, on aborde les deux. C'est important les deux quand même. On aborde en premier. D'abord l'enseignement. L'enseignement. On était dans Alors là, l'enseignement, on est en plein dedans parce que donc encore une fois, j'aime tellement les animaux, j'aime tellement les chevaux, j'ai tellement baigné dans cet amour, ce respect du cheval et tous ces hommes de chevaux autour de moi qui, avec mon grand-père, une fois qu'on avait tout fini dans l'écurie, on faisait les rations, qu'on mélangeait, qu'on mouillait, et après il disait maintenant on s'assied et on écoute les chevaux manger. C'est qui fait ça maintenant? Voilà. Et donc moi j'ai ça, je peux vous en raconter des centaines comme ça. Et voilà, moi, enfin, je suis assez émue dès que je parle de ça parce que c'est ma passion. Et de voir, moi, je prends autant de plaisir à monter un Grand Prix que à jouer avec, à avoir de l'interaction avec un cheval et de jouer avec dans un manège et de passer un moment de complicité. En fait, c'est dès qu'il se passe quelque chose. C'est voilà, quand je monte un Grand Prix et qu'il se passe quelque chose entre mon cheval et moi, quand je monte un jeune cheval et qu'il se passe quelque chose, quand je joue avec un cheval et qu'il se passe quelque chose, quand je suis dans le manège avec mon 3 ans et mon fils et que je vois qu'il se passe quelque chose entre le 3 ans et mon fils, ben voilà, moi c'est toutes ces choses-là qui m'émeuvent et j'essaye de transmettre ça à mes élèves. Mais quand je donne des stages, quand je donne des cours, je fais travailler que les cavaliers. Parce que, à la fin, les chevaux vont si les cavaliers sont bons. Les chevaux, pourquoi je les embêterais pour rien? Les pauvres, ils y sont pour rien. Ils n'ont pas demandé à avoir une selle et un filet sur le dos. Ils sont faits pour manger de l'herbe dans un pré. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on est responsable de son cheval. Et après, les gens, combien de fois, je peux même pas compter combien de fois j'entends les gens dire oui, alors mon cheval il est comme ci, mon cheval il est comme ça. Les gens se rendent même pas compte quand ils me parlent de leur cheval qu'ils me parlent d'eux. Moi, je suis pas juste entraîneur. Je suis maman. Et enfin, quand j'ai souvent des jeunes filles ou des jeunes cavaliers, mais c'est de la psychologie. Ça me fait sourire intérieurement à chaque fois. C'est vraiment de l'étude du comportement humain. Et après, on voit ces chevaux-là qui nous regardent comme ça, dire oui. Non, mais des fois, des fois, on croise des regards. Des fois, j'ai mon regard qui se croise avec des chevaux quand j'entraîne des gens, où vraiment, et voilà, il se passe quelque chose. Et voilà, et des fois, j'ai l'impression qu'à la fin des séances, il y a des chevaux qui commencent un petit peu suspicieux et qui, à la fin de la séance, disent ont un regard et un comportement, l'air de dire ah mais c'est tout, c'est fini, c'est bon. Ils sont là, l'air de dire merci. C'est sûr, c'est pas pour rien qu'on dit que le cheval est le miroir de son cavalier. Hein. Complètement. Et c'est déjà fou. C'est déjà fou qu'un animal aussi imposant accepte tout ça. Donc ça se respecte. Moi, mon grand-père disait toujours, c'est un honneur de monter à cheval. Et ça, je répète à mes élèves. Donc il y a des gens chez qui je trouve écho et des gens que je vois rigoler. Bon bah alors s'ils rigolent, c'est pas grave. C'est comme ça. Je peux pas convaincre tout le monde, mais j'essaye de transmettre cette passion et cet amour, parce qu'à la fin, c'est aussi ça qui fait réussir. Et encore faut-il avoir une bonne idée du bien-être animal, encore faut-il avoir une bonne idée du comportement à avoir. C'est pas être permissif, c'est comme avec les enfants. Il faut des barrières. Un cheval heureux, c'est un cheval qui sait ce qu'il a le droit de faire et le droit de pas faire. C'est pas un cheval à qui on laisse tout faire, c'est pas vrai. C'est faux. Donc voilà, encore faut-il avoir une bonne idée de tout ça. Mais c'est important de transmettre tout ça. Et c'est vrai que voilà, moi les comportements, je n'accepte plus et je ne supporte plus. Un élève qui a un mauvais comportement, il sort. Il sort de la carrière immédiatement. C'est terminé. Je ne veux plus. J'ai dû, à un moment, passer là-dessus parce que je n'avais pas le choix. Et parce que c'était pas moi qui décidais. Et des mauvais comportements, j'en ai vu, sortie de piste, au paddock, tout ça, je n'accepte plus, c'est terminé. Parce qu'en plus, ça ne marche pas. Donc voilà.
Abordons du coup le deuxième sujet, très bien présenté par Lorelai, qui est la question de la place de la femme. Et on vient de rencontrer votre fils, vous avez un fils justement, vous semblez être très attaché à passer du temps avec lui, à son éducation, etc. Évidemment que c'est dur pour une femme, mais sans parler de cavalier et cavalière, c'est dur pour une sportive de mener sa vie sportive, sa vie professionnelle et sa vie de famille et de mère. Comment est-ce que vous l'avez géré et comment est-ce que vous le voyez, vous? Alors, quand on voit dans les clubs, donc je sais plus le pourcentage, mais c'est énorme, il y a beaucoup plus de jeunes filles. Donc, et après, plus on monte en niveau, moins il y a de femmes, parce que évidemment, ça demande déjà des sacrifices, ça demande aussi une force de caractère, ça demande beaucoup, du travail. Et après, quand on devient adulte, voilà, les femmes ont envie aussi de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je ne compte pas le nombre de cavalières douées, talentueuses, qui se sont mis de côté, qui ont mis leur vie de côté. Pour leur mari qui était cavalier et rester à la maison et faire des enfants. Et souvent, elles étaient plus douées que... Voilà. Bref. Mais, voilà, ça c'est aussi... c'est la cause principale. Après, oui, il y a aussi le côté physique, mental ou courage. Parce que voilà, pour sauter très haut, c'est vrai que faut en avoir un petit peu dans le pantalon aussi, c'est pas rien. Faut pas avoir peur. Les barrages, aller à fond et tourner à l'aveugle sur 1m60, faut pas avoir peur non plus. Et après, encore une fois, quand on est maman, il y a des choses aussi qu'on n'ose plus faire. Et il y a des cavalières qui, une fois qu'elles ont accouché, ont des peurs qu'elles avaient pas avant. Alors, moi, je suis contente, c'est pas mon cas. Pour la compétition et pour monter les chevaux que je connais. Par contre, quand je vais essayer des chevaux, je demande toujours à ce qu'on monte dessus avant. Je ne monte pas sur un cheval que j'ai pas vu avec quelqu'un sur le dos. Je monte pas sur les 4 ans. J'ai des cavaliers pour les jeunes chevaux. J'ai quand même le warning qui s'allume quand je me dis ça, c'est dangereux. Parce que ma priorité, c'est mon enfant. J'ai pas envie de mourir à cheval ou de finir paraplégique et de plus pouvoir m'en occuper aussi. Donc voilà, en compétition, aller à fond au barrage, je me pose jamais cette question-là. Jamais. Par contre, voilà, je fais très attention, je monte pas sur n'importe quel cheval, n'importe quand, n'importe comment, et je monte moins sur les chevaux de mes élèves aussi. J'essaye de moins le faire. Alors maintenant, j'ai beaucoup moins d'élèves. J'en ai 2 principales qui ont des très bons chevaux. Donc voilà, c'est cadré, c'est moi qui gère, je monte dessus, ça va. Mais sinon, ça, je ne fais plus toutes ces bêtises-là. Je délègue, c'est ce que j'expliquais avant, sur le système où on travaille mieux et on se concentre sur l'essentiel et on délègue. Et on s'entoure de gens très compétents. C'était parce que ça, c'était pour les femmes, c'est pas fini. Oui. Parce que là, on a la raison, quand même, les raisons pour le haut niveau. Après, il y a aussi, on évolue quand même dans un monde qui est quand même assez macho, assez misogyne. Et voilà, il faut pas se cacher la vérité. Donc, c'est aussi un peu plus difficile de se faire sa place quand on a une femme. On doit accepter un peu plus, ou laisser passer, ou laisser courir, vous appelez ça comme vous voulez, des comportements ordinaires. Est-ce que le fait que l'équitation soit justement le seul sport mixte aux Jeux Olympiques, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que c'est avantageux, désavantageux? C'est désavantageux parce que ça fait 2 fois plus de concurrents. Alors bon, maintenant l'équitation change beaucoup, hein, donc il y a des chevaux de plus en plus fins, de plus en plus dansants. Les femmes, enfin je veux dire, quand on voit le talent de toutes ces cavalières, mais il y en a moins que les hommes. Parce que les femmes, elles se marient, elles font des enfants, il y a la maison, il y a tout ça. Et les hommes peuvent se consacrer, eux, à faire le sport, la compétition. Donc la différence, elle est là. La différence, elle est pas en termes de qualité d'équitation ou de qualité de mental en piste. Ça, je pense que ça n'a rien à voir. Après, il y a certains chevaux, évidemment, que des femmes ne peuvent pas monter. Mais il y a aussi certains chevaux que des hommes ne peuvent pas monter. Donc ça, c'est une grosse différence. Après, de toute façon, en ce qui concerne, voilà, la place des femmes dans notre sport, ou alors, est-ce que c'est un frein ou quelque chose? Non.
C'est vraiment le résultat qui compte. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, notre sport fait qu'il n'y a pas que le résultat en compétition. Nous, on fait de la compétition, du coaching et du commerce. Donc après, oui, c'est un monde d'hommes. Oui, il faut faire sa place. Mais je dirais, c'est pas vraiment pour la piste. C'est le à côté. Ou voilà, il faut pas tout accepter non plus. On va bientôt arriver à la fin de cette interview et avant que Lorelai tu poses la dernière, j'en avais un peu une en tête. Si vous n'aviez pas été cavalière, quel autre métier est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire ? Alors moi je voulais travailler dans des réserves naturelles en Afrique ou dans des pays comme ça pour sauver les animaux. Mais... Voilà, moi si demain tout ça doit s'arrêter. Alors pas demain parce que Louis a encore l'école quelques années et encore que mais c'est vrai que oui ça m'aurait bien plu ou alors travailler dans quelque chose avec les océans, les dauphins. J'ai une passion pour les dauphins. Je vous pose pas cette question par hasard et on la pose pas en réalité on la pose pas à tous nos invités mais c'est vrai que vous semblez avoir vraiment une vision très large du sport, de votre métier, de votre vie. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous poser cette question, parce qu'on sent que vous avez quand même une certaine prise de recul sur les choses. Bref, c'était marrant. De toute façon, c'est simple. C'est les réserves naturelles avec des animaux et les orphelinats, les enfants. Voilà. Vers l'autre. Marie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, que ce soit au niveau sportif ou personnel dans votre vie perso ? De réussir à être moi-même et de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Alors, on vous le souhaite de tout notre cœur. Merci. À très bientôt, Marie. Merci beaucoup. Merci. Vous pensez que c'est terminé ? Ne partez pas trop loin, car nous avons enregistré un petit complément d'interview avec Marie Pellegrin qui sortira la semaine prochaine. Pour l'anecdote, après l'enregistrement que vous venez d'écouter, nous sommes partis dîner au restaurant avec Marie et l'équipe d'Équivalé. Au cours de cette soirée, on s'est vite rendu compte que nous n'avions pas assez creusé certains sujets. Marie étant basée à Lyon, juste à côté de chez nous, nous n'avons pas hésité une seule seconde et nous lui avons donné rendez-vous pour une seconde partie que vous pourrez écouter dans quelques jours. Mais avant cela, nous tenions à remercier très chaleureusement les équipes d'Équivalé et surtout Erwan Boucher et Emma Prince pour l'organisation de l'interview et pour leur enthousiasme à l'idée de devenir partenaire de cet épisode. Si vous écoutez cet épisode dès sa sortie, ce week-end c'est le Grand National de Cluny et vous devriez normalement nous y voir. Nous avons hâte de découvrir cet événement organisé par les équipes d'Équivalé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de cette interview.